Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et ouais, malheureusement on n'a pas pu publier d'épisode la semaine dernière. On commence super mal 2023 parce que 2024, ouais, en plus je me trompe d'année. Bah, ça c'est la preuve que je suis hyper fatigué. Donc déjà on s'était dit cette année qu'on faisait au moins 50 épisodes. Bon, il y a 52 semaines, donc c'est dit qu'on avait 2 jokers qu'on garderait peut-être pour l'été ou Noël prochain. Et en fait, même pas arrivé fin janvier, on a déjà cramé un joker. Bon bah écoute, tant pis, ça fait partie des aléas. On va pouvoir vous raconter un petit peu qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas pu publier d'épisode semaine dernière, un petit peu l'état de l'avancement de nos projets actuels, et ensuite on pourra attaquer l'épisode du jour. Ouais. Alors pour raconter un petit peu ce qui se passe pour nous, du coup on a un immeuble, d'ailleurs c'est l'immeuble où on a eu des locataires, c'est l'immeuble qui nous posait le plus de problèmes jusqu'à maintenant. C'est ça. On a eu l'opportunité de faire des travaux dedans parce qu'en fait ils se sont tous barrés au même moment, donc d'un côté tant mieux, de l'autre côté... C'est ça, ils sont tous barrés entre mi-novembre et tout début janvier. Ouais. Et on a décidé de refaire quasiment en totalité les 3 apparts plus les parties communes. On a fait faire une partie des travaux par une entreprise parce qu'il y avait eu un dégât des eaux, du coup on avait une indemnité d'assurance qui nous avait permis également de faire quelques travaux. Mais forcément ça reste des travaux, il faut gérer, ça fait des déplacements, il faut se déplacer pour faire les devis, se déplacer pour l'assurance, se déplacer pour faire un second devis, faire commencer le chantier avec l'entreprise, s'occuper. Forcément nous on avait choisi parce que c'est ce qui permet de payer le moins cher, c'était nous qui fournissions les matériaux et l'entreprise ne fournissait que la main d'œuvre. Forcément du coup il faut s'occuper des matériaux, il manque toujours un truc. Ils m'ont fait aller à Leroy Merlin peut-être une dizaine de fois. Maintenant je connais Leroy Merlin comme ma poche et j'ai même la carte fidélité Leroy Merlin maintenant. Ça c'est soit vous êtes un boomer, soit vous êtes un investisseur immobilier quand vous avez la carte Leroy Merlin. Ça c'est sûr que vous scannez à chaque fois quand vous arrivez à la caisse. Et en fait la ville où est l'immeuble est pas si loin que ça pour nous, mais une heure de route quand même. Mais il y a quand même 40 bonnes minutes de route. Plus que ça. En fait, c'est 40 minutes pour y arriver et après, il faut 15-20 minutes une fois que t'es dans la ville pour... Il faut se garer. Mais c'est une ville qu'on connaît bien, donc voilà. Donc là, ça prend, on y va, je pense, en moyenne 3 fois par semaine. J'y suis allé jusqu'à 5, voire 6 fois par semaine sur les 3 dernières semaines. Je n'en peux plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que demain, on touche au bout, vu que le dernier appart est prêt pour la location. Mais attends, pour peut-être te donner quelques petits détails de plus, de savoir qu'est-ce qu'on a fait concrètement comme travaux. À part les parties communes, les parties communes, il y avait par exemple quelques fissures. Forcément, c'est des vieux immeubles, ça bouge un petit peu. Donc, on a refait de l'enduit entièrement et retiré toutes les parties qui avaient été abîmées par le dégât des eaux. Du coup, ils ont repris à l'enduit toutes les parties qui avaient été abîmées. Ils ont poncé, ils ont tout repeint, ils ont refait entièrement. Faut savoir que c'est un escalier avec une espèce de rampe en pierre au milieu. Ils l'ont refait entièrement parce qu'elle commençait sérieusement elle avait pris un petit peu cher et s'était rendu compte, mais on pense pas que c'était aussi grave. Ils ont été obligés de le reprendre au mat de haut en bas. Donc là, pareil, il y a eu plusieurs journées de boulot. Un surcoût non négligeable qui n'avait pas été prévu sur le coup. Ensuite, sur un des appartements, finalement, celui qui était peut-être le mieux, juste ce qu'on a fait, c'était les peintures, plus gros nettoyage, plus remettre un petit peu d'ameublement suite à la locataire indélicate qu'il y avait eu avant. Sur l'étage en dessous, c'était le plus gros chantier. Là, on a refait les sols, refait toutes les peintures, sachant que les peintures, c'est l'entreprise qui a fait la cage d'escalier qui les a faites, mais nous, on s'est occupé de poser les sols. Ils ont recassé
ils ont recassé toute l'ancienne cuisine et ils ont posé une nouvelle cuisine. Et en plus, bon, comme c'est de la vieille plomberie, j'ai dû appeler un copain plombier. D'ailleurs, merci à lui s'il écoute ce podcast, pour venir me donner un coup de main pour faire tous les raccords, parce qu'il a fallu faire un peu de soudure, parce qu'on n'était pas sur du standard, etc. Donc ça aussi, c'était une galère de plus. Sur l'étage d'en dessous, là pareil, on a refait les sols, plus toutes les peintures. On a même repeint la cuisine pour le redonner un coup de jaune, etc. Et ça, on a fait tout nous-mêmes. Donc en vrai, ça fait quand même pas mal. Ça fait beaucoup d'heures de boulot. Pourquoi est-ce qu'on le fait nous-mêmes et qu'on fait pas appel à quelqu'un pour tout faire pour c'est simplement une question de coût, parce que c'est un immeuble qu'on a déjà acquis il y a plus de 3 ans, où forcément on n'a pas d'enveloppe travaux à débloquer sur le prêt, et qu'à un moment donné on doit faire le choix entre notre trésorerie immédiate, parce que ça on n'aurait pas pu faire de financement immobilier sur 20 ans classiquement pour le financer. En plus en ce moment les taux sont chers pour faire ce type de financement, et comme on a des gros projets autres qui sont en cours, notamment le projet des 9 appartements, où là on a toujours pris un peu de retard. On vous en avait parlé, normalement ça devait commencer fin décembre, début janvier, le chantier a pas encore attaqué, mais là on doit faire un très gros apport qui impacte très fortement notre trésorerie. En fait on n'a pas eu le choix, et quoi qu'il arrive, ces travaux, c'est vrai qu'on devait les faire, c'était juste pas prévu qu'on les fasse maintenant. c'est juste ça. Donc en fait on est extrêmement fatigué à cause de ça, sachant qu'à côté il y a nos jobs quand même, qui avec le début d'année où forcément il y a toutes les réunions, il faut réattaquer. Je suis en période fiscale. Voilà, toi t'es en période fiscale et moi je suis en période de début d'année où on est en train de montrer les objectifs qu'on va atteindre et monter jusqu'au ciel sur ce début d'année, le sport à côté aussi. Et voilà quoi, je veux dire, ça a été un mois très 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 chargé. Donc là on est très content que janvier se termine. Là normalement demain il nous reste une petite après-midi où on doit encore faire quelques bricoles à l'intérieur. Je commence les visites, on a déjà publié l'annonce, sachant que du coup des 3 appartements, mais il y en a 2 qui sont déjà loués, il en reste plus qu'un, donc on touche le bout. Tu peux dire aussi combien est-ce qu'on gagne, parce qu'on a augmenté les loyers du coup suite aux travaux qu'on a fait, étant donné que c'est un immeuble avec lequel on a eu énormément de problèmes à cause de locataires qu'on n'avait pas choisis ou des loyers qui étaient trop bas. Du coup là on a décidé d'augmenter et on gagne. Tu peux redire un peu les chiffres? En fait, pour donner on va peut-être reprendre les chiffres du début. Ça, c'est un immeuble que j'avais acheté, donc on avait parlé justement dans le dernier épisode où on présentait notre parcours. Donc c'est un immeuble qui a été acheté tout début 2021, donc là ça fait 3 ans tout pile. Quand je l'avais acheté, on était pile à 10% de rentabilité. Il me rapportait juste en dessous de 1000 euros par mois. On était, je crois, à 980 euros hors charge, un truc comme ça. En gros, j'avais 40 euros pour la remise, j'avais 300 euros pour la part du premier, 310 euros pour la part du deuxième, 330 euros pour la part du troisième. Et là, forcément, dans la ville, les loyers ont un petit peu augmenté, plus déjà il y a l'inflation naturelle sur l'indice des loyers, plus forcément maintenant on a fait des travaux. La remise au rez-de-chaussée, on la loue 100 euros parce qu'en fait c'est très recherché, ça se loue très bien dans les centres-villes. Et toujours étonné qu'on arrive à louer toutes les caves. C'est ça, toutes les caves. En vrai, dans les centres historiques, tout ce qui est les caves, les garages, je pense vraiment que c'est des surfaces inexploitées, parce que très souvent les gens se disent que ça vaut rien, que ça va être plus de problèmes qu'autre chose. En réalité, ça se loue très bien, et ça vous fait vite une centaine d'euros de plus sur votre investissement, donc ça peut vite améliorer votre rentabilité. Et franchement, si vous avez l'occasion de le faire et que l'ancien propriétaire ne le faisait pas, ça peut être une petite source d'optimisation pour en tout cas améliorer un petit peu votre rentabilité. Donc maintenant, le premier étage, on va le louer 420 hors charge, le deuxième étage 420 hors charge, le troisième étage 400 hors charge. Donc en tout, maintenant on est passé à à peu près 1350 euros par mois, si je dis pas de bêtises, on a un calcul de tête, 1340 précisément. Le crédit du coup c'est 500 balles, je crois. C'est 530 euros de crédit par mois. Et vu qu'on a un LMNP dessus, les 800 euros au-dessus sont nets d'impôts. Et directement in the pocket. Et justement c'est bien parce que ça fera le thème de l'épisode, on y reviendra tout à l'heure. Et juste avant de faire cet épisode, je pense que c'est l'heure de faire la boom anecdote de cette semaine. Alors à toi de l'honneur, parce que vraiment, à moi l'honneur, parce que là, alors heureusement, vous le savez, hein, on a pris la décision, on l'a assez dit sur ce podcast, faut qu'en tout cas on revienne pas dessus. On quitte notre job au 31/12 de cette année, donc bon là la bonne nouvelle c'est qu'on se dit que c'est le dernier mois de janvier qu'on fait dans notre job, mais c'est aussi l'occasion de se rendre compte à quel point on est en décalage avec nos entreprises et les différentes réunions de début d'année. Enfin moi personnellement, là depuis la première semaine de janvier, je suis à 2 voire 3 réunions par semaine, sachant que c'est des réunions, on pourrait croire une réunion ça dure 1 heure, non c'est des réunions à minima la demi-journée,
parfois la journée entière. Donc en fait, bon, déjà sur votre activité, votre travail en lui-même, ça l'impacte parce que forcément vous pouvez pas le faire. Et en plus, c'est des réunions, si elles étaient, on va dire, si elles étaient uniquement professionnelles, ça serait génial. Et le problème, c'est que on se retrouve avec des à côté où ils essaient de mixer un petit peu le travail avec du moins travail. Ça m'espante toujours autant, mais alors moins de mon côté parce que c'est une plus petite entreprise, mais chez toi en banque, c'est un grand groupe. Vraiment, je trouve ça incroyable comme quoi on aime la chouille, enfin comment on dit ça en français. Ah oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils vous font une réunion d'une journée, en fait, si vous voulez, la petite carotte qu'ils vous mettent à la fin, c'est de prendre un apéro, d'avoir un traiteur, machin. Le bon vin, on est dans une région où il y a du vin en c'est plus. C'est ça. Et en fait, le plus étonnant, c'est que la plupart des salariés adorent. Vraiment, ouais, c'est ça. Et c'est peut-être générationnel, je sais pas, mais... Je sais pas, ou alors c'est peut-être nous qui sommes en décalage sur notre mode de vie, sachant que bon, on n'est pas des moines non plus, on adore prendre l'apéro avec les copains, mais... pas avec les collègues, quoi. C'est ça, c'est-à-dire avec nos amis, on a envie de les recevoir, soit on va chez eux, soit ils viennent chez nous, alors on va dans un lieu un peu sympa, quelque chose comme ça, et c'est vrai qu'avec mes collègues... Moi, c'est le travail, quoi. Donc, c'est-à-dire que je prends plaisir, par exemple, d'aller manger avec eux le midi au resto et de parler un petit peu d'autre chose, c'est chouette. Mais bon, je vous avoue que quand j'ai occasion, enfin, quand c'est censé finir à 22-23 heures avec les collègues, moi, je préfère plutôt être chez moi, quoi. Ou alors, aller revoir d'autres amis et faire des activités avec eux, quoi. Je sais pas toi, moi, là, du coup, ça fait plus de 5 ans que je travaille. Des collègues avec qui je m'entends vraiment très bien, il y en a eu que 2, tu vois. Sur les 5 ans. Les autres, j'ai aucun centre d'intérêt. Alors, j'essaie de meubler à chaque fois les conversations, mais... Enfin, pourquoi s'infliger ça en dehors des heures de travail? Et moi, c'est un peu... Après, bon, toi, t'as quand même réussi à, on va dire, trouver des amis dans le travail. Moi, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que bon, il y a des collègues avec qui je m'entends très bien et on gardera, je pense, contact, même si je bosse plus dans la boîte. Mais... je les définirais pas forcément comme des amis, plutôt comme des connaissances plus, mais pas forcément comme des amis où on va s'appeler pour se raconter notre vie, etc. quoi. Parce que t'as pas le même âge qu'eux aussi. C'est ça, c'est que moi il y a toujours eu un peu la barrière de l'âge parce que dans mon job je suis très jeune par rapport aux autres et c'est vrai que ça a toujours été un peu plus compliqué et même les jeunes entre guillemets de mon service ils ont 10 ans plus que nous quoi. Ouais, minimum. Donc c'est vrai qu'on est tout de suite pas dans les mêmes pas une question de contrainte, mais pas dans les mêmes lifestyles, parce que bon, ils ont les enfants, la maison, enfin bon, c'est tout de suite parfois un peu différent. Et c'est donc, un peu égaré là, du coup. Oui, du coup, je vais décrire un peu la boom anecdote, c'est qu'en fait, on faisait une réunion, donc bon, on présentait les chiffres annuels, etc. Faut savoir que moi, en vrai, ce type de réunion, j'aime bien parce que bon, forcément, si je suis allé en banque, ce que j'aime, c'est quand même que j'ai une fibre pour l'aspect financier et j'adore les chiffres. Et en fait, ils nous présentaient les chiffres, les résultats, et puis ils nous les présentaient pas uniquement de manière brute en mode vos chiffres commerciaux, mais un peu l'impact que ça avait en termes de résultats nets pour la banque, de charges, de perspectives pour l'année prochaine, des comparaisons par rapport aux années d'avant, des comparaisons par rapport à d'autres banques. Donc en vrai, c'était hyper intéressant. Juste, on a donc sur cette demi-journée-là, on a passé 1h30 en fait à regarder. Donc il faut savoir qu'il y avait 12 services qui étaient réunis, donc environ 200 salariés à peu près. Il faut savoir que les 12 services ont chacun présenté un sketch qui avait été réalisé par l'équipe. Alors heureusement, ils n'étaient pas tous en direct. C'était beaucoup qui avaient été enregistrés, qui étaient mis en live avec un vidéoprojecteur. Le problème, c'est qu'en vrai, je trouvais ça gênant, malaisant, et enfin, même les autres collègues avec qui j'en ai parlé, tout le monde a trouvé ça super long, parce qu'enfin, 1h30, c'est très long. Et toi, t'as pas participé à celui de ton service? Non, bizarrement, t'as pas sollicité. Des fois, je me dis qu'en fait, dans mon service, on bosse beaucoup, parce qu'en fait, je pense que personne n'est au courant que, qu'est-ce qu'ils avaient prévu? Oui, en fait, c'est les managers qui l'ont fabriqué eux-mêmes. En fait, nous, c'était une sorte de trombinoscope avec des photos et des références de films. C'était pas spécialement drôle, mais en tout cas c'était pas spécialement malaisant parce que voilà, bon, c'était juste des vannes avec des blagues, quoi. Bon bref, on n'aime pas, mais il y en a qui ont carrément été joués. Enfin, j'ai eu des sketchs Harry Potter, il y a eu un remake de Bref, il y a eu carrément des remakes de films hollywoodiens, mais bon, ils ont été par exemple jusqu'à refaire la scène de la bataille dans Gladiator. Donc là, le malaise commence à être présent quand vous les voyez déguisés en soldats romains courir sur le parking avec le DG qui leur court derrière, bien évidemment. Peut-être ça, c'était le plus drôle, c'est qu'ils ont réussi à faire jouer le DG dans leur clip.
Mais l'année dernière, il n'y avait pas eu un truc comme ça où le DG, le directeur de la caisse régionale, et c'était déguisé en Dark Vador. Mais ça, c'était pas pour la réunion annuelle, c'était pour... je ne sais plus comment ils appellent ça. En fait, au mois de juin, ils appellent... comment ils appellent ça? Les rencontres de l'été, je crois, de mémoire. Et en fait, il y a une journée où on se retrouve, normalement tous les salariés de la boîte se retrouvent dans un moment festif, etc. Et forcément, il y a la direction qui fait un discours. Et le problème, c'est que là, le discours, il l'avait fait en mode remake de Star Wars avec la scène entre Dark Vador et l'Empereur. Ça aussi, c'était gênant. Donc voilà, c'est un peu la boom anecdote du jour, parce que quand vous voyez tous vos collègues quarantenaires en train de courir déguisés en soldats romains sur le parking... Vous savez qu'il est temps de poser votre dème, quoi. Ouais, c'est long, quoi. On va dire c'est long. Et moi, personnellement, je suis en total décalage avec ça. Et après, heureusement, on n'est pas des ovnis totalement. C'est que en parlant avec d'autres collègues, vous trouvez que ça avait été un peu long. En plus, tu perds un peu ton temps, parce que 1h30, c'est quand même long. Si ça avait été genre 10 minutes, ok, mais là, comme il y avait 12 services, et c'était en fait 12 fois 5-10 minutes, quoi. Et puis, c'est surtout que, si on était une troupe de théâtre, ça serait logique qu'on fasse des spectacles. Mais là, je veux dire, on est quand même au travail. Moi, je vais pas au travail pour faire des sketchs, quoi. Heureusement, on m'a pas demandé de participer, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'était un peu la boom anecdote de cette semaine, et ça marque encore une fois le décalage que nous on a en tout cas avec nos boîtes et les à côté qui peuvent mettre en place. Après je pense aussi parce qu'on sait que c'est bientôt fini et que du coup il y a des choses qui nous paraissent complètement... Tes collègues ils avaient l'air au final d'être quand même bien dans leur rôle, ils ont joué le jeu quand même. Ouais, ils ont joué le jeu. Ou alors on se dit que c'est peut-être dans des services où ils bossent pas beaucoup, du coup ils ont le temps pour voir ce genre. Nous forcément on est dans un service où on bosse énormément, donc on se dit, quand on voit ça, on se dit peut-être qu'il y en a d'autres qui ont plus de temps, comment ça peut en plus créer un petit peu des jalousies. Vous connaissez les grandes boîtes entre les services, il y a toujours ce genre de petites histoires, quoi. Est-ce qu'on ranquirait pas sur le sujet du jour? Si, parce que justement on avait parlé de notre immeuble en LMNP, etc. Et aujourd'hui on va justement parler de fiscalité LMNP, parce qu'on l'a jamais fait. Enfin autorisé à faire l'épisode sur le LMNP, il était jamais trop chaud. Faut savoir que grâce à moi vous avez gagné 10 épisodes, parce que franchement je pense que ça fait 10 épisodes qu'elle veut vous le présenter, et moi je suis là en mode les sujets fiscalité à l'oral, etc. c'est pas évident, on va peut-être attendre un petit peu et pas leur faire et pas tout leur donner d'un coup, sachant que vous avez déjà fait un super épisode sur la SCI IS, où c'est vrai qu'on nous avait demandé, qu'on avait mis sur Instagram j'ai oublié le nom, comment on appelle ça, tu sais, quand il y avait plusieurs diapos sur Instagram. Des tourniquets, non, des carousels. Des carousels, merci, voilà, qu'on avait fait un petit... Non, tourniquet, c'est les 22h10. Exactement. On est un peu fatigué. Et oui, voilà, des carousels pour vous présenter un petit peu en termes de fiscalité. Je pense qu'on essaiera d'en faire un peu similaire sur le MNP pour rappeler les points importants. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler LMNP. Et retenez bien que ce petit épisode, qui est peut-être pas les plus fun, les plus drôles, en tout cas en termes de valeur délivrée, de connaissances pour vous, si vous apprenez pas mal de choses dans cet épisode, c'est plus, c'est godlike. Je veux dire, ça vaut un cours de fiscalité en faculté, ou un rendez-vous à 200 € de l'heure avec un fiscaliste ou un expert comptable. Donc vraiment, gardez les conseils qu'on va vous donner, et vraiment les règles qu'on va délivrer dans cet épisode, parce qu'une fois que vous les avez, vraiment vous gagnez énormément de temps, et ça transforme en fait votre investissement immobilier. Vous n'êtes pas posé la question de la fiscalité, qui sera finalement un peu gâché par le fisc qui va vous tomber dessus, alors pas d'un point de vue contrôle, mais juste d'un point de vue du montant des impôts que vous allez payer à la fin, et un investissement qui est ultra optimisé où vous ne payez quasiment aucun impôt. Donc du coup, la location meublée non professionnelle, LMNP, il y en a plein qui arrivent pas à le dire, ça, LMNP. Mais du coup, il faut retenir que c'est de la location meublée non pro. Donc en fait, c'est quand vous achetez un bien et que vous le louez en bail meublé. C'est ça. Et en fait, il y a une liste de meubles à fournir pour votre locataire. Il y en a 11 ou 14, je crois. Il y a 11 ou 14 meubles qui doivent figurer sur la liste. La liste est quand même exhaustive, je trouve. Vraiment, c'est très détaillé. Faut retenir, grosso modo, en fait, vous devez plus ou moins livrer un appartement où le locataire, il peut arriver là juste à défaire ses valises et il est chez lui.
Donc en fait, ça va être principalement autour de la cuisine, donc les appareils de cuisson, le nécessaire de cuisine, donc assiettes, casseroles, ustensiles et compagnie. Il faut qu'il ait un coin pour pouvoir dormir, donc soit un canapé lit convertible, un vrai lit. Il doit avoir des rideaux ou des volets pour pouvoir occulter les fenêtres la nuit, du nécessaire de nettoyage et après c'est dit de manière un peu brute dans le décret qu'il le fixe, mais en fait voilà, c'est des rangements, c'est-à-dire que vous devez pouvoir mettre des meubles, alors une penderie, des tiroirs, ça dépend toujours quelle surface vous avez et qu'est-ce que vous pouvez faire et en termes d'espace dans l'appartement, quoi. Alors du coup, pour être loueur meublé non professionnel, est-ce que tu peux nous rappeler les critères ? Alors, déjà, c'est important, mais il faut s'immatriculer, c'est-à-dire que d'un point de vue fiscal et légal, c'est une vraie activité. Donc, c'est pas juste j'achète un appartement, je le mets en meublé, ça y est, je suis loueur non professionnel. Vous devez remplir un formulaire qui est le POI, si je dis pas de bêtises et que j'ai bonne mémoire. J'avais rempli le mien à l'époque. Et vous devez remplir ce petit formulaire et l'envoyer au greffe. Donc, c'est quasiment comme si vous créez une société, sauf que là, elle aura pas la personnalité morale, c'est juste vous-même qui en fait créez une entreprise individuelle dédié à votre activité de location meublée. Exactement. Et les conditions c'est surtout pour rester loueur meublé non professionnel. Et en fait, on assiste sur le non professionnel parce qu'il y a une distinction à faire avec le loueur en meublé professionnel qui a un autre régime fiscal. On en parlera rapidement à la fin parce que c'est pas le sujet de cet épisode. Je pense que ça pourra faire un autre épisode dédié plus tard parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi dessus et qu'on veut pas vous embrouiller entre les deux. Mais retenez qu'en gros, quand vous commencez, vous êtes forcément non professionnel. C'est plus tard peut-être que vous passerez professionnel un jour en location meublée. Et pour rester loueur en meublé non professionnel, les deux conditions cumulatives, c'est pas exactement deux conditions cumulatives, c'est-à-dire que soit vous avez moins de 23 000 euros de recettes, et là vous êtes loueur meublé non professionnel, soit si vous avez plus de 23 000 euros de recettes, là il y a une seconde condition qui vient, c'est qu'il faut que ce soit en fait votre principale source de revenus, c'est-à-dire que le total des loyers que vous encaissez par an doit être supérieur à vos autres revenus du travail, donc en gros vos salaires. C'est ça. C'est écrit, et sachant que ça je le précise, si vous allez chercher dans la loi, c'est écrit de manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils vous disent qu'en gros... Mais tout est flou autour du LMNP. Oui, c'est-à-dire que dans la loi, précisément, c'est écrit que vos revenus de location meublée doivent être supérieurs à 50% de vos revenus d'activité. Ce qui ne veut rien dire quand vous le lisez à l'écrit, mais qui veut simplement dire que si vos revenus de location meublée bruts sont supérieurs à votre salaire, c'est ça en gros. C'est ça. Après, vous pouvez soit acheter le bien, enfin vous mettre en loueur meublé non pro et acheter un bien, ou si vous possédez déjà un bien et que vous souhaitez le meubler et du coup commencer votre activité de loueur meublé non pro, c'est possible aussi. Donc là, d'un point de vue comptable, on apportera le bien à sa valeur actuelle et on en déduira les amortissements, mais ça, on va l'expliquer un peu plus tard dans l'épisode. C'est ça, c'est que vous avez plusieurs points d'entrée, c'est soit vous achetez un bien pour le mettre en meublé, soit vous possédez déjà un bien et vous pouvez le mettre en meublé. C'est ça. Sachant que vous devez faire l'immatriculation du POI avant d'avoir commencé à exploiter votre activité. Oui, et je crois qu'avant, on devait le faire 3 mois avant, un truc comme ça. Non, c'est juste qu'il fallait faire coïncider le début du moment où on encaissait des revenus de location meublée. Donc, c'est-à-dire, il fallait faire coïncider le premier jour où on encaissait des loyers sur la date de démarrage d'activité. Ou alors la faire démarrer avant. On ne pouvait pas la faire démarrer après, c'était ça la règle. Ah oui, ok. Bon, maintenant... Enfin, c'est toujours la même règle, pas changé. Oui, mais il me semblait que si par exemple on débutait un 3 octobre, il fallait, on pouvait s'immatriculer au plus tôt en juillet, un truc comme ça. Et maintenant on peut s'immatriculer à partir du début d'année sans problème. Ils ont changé ça il n'y a pas très longtemps. Peut-être, là je t'avoue que je me souviens plus, mais peut-être. C'est un détail, mais pensez à le faire assez tôt. Quand même, vous le prévoyez. Faites-le tôt, sachant que plus vous le faites tôt, plus en fait les dépenses que vous allez faire qui sont en lien avec votre investissement meublé, et tout à l'heure on parlera des frais qui sont déductibles, le seront. Donc parce que forcément, si avant de mettre votre appartement en location meublée, vous achetez plein de trucs que vous allez mettre dans l'appartement. Même vous faites des visites, déjà pour commencer, vous engendrez des frais. Exactement, vous engendrez des frais. Plus tôt vous êtes immatriculé, plus tôt ces frais-là deviendront déductibles des revenus que vous allez encaisser plus tard. Il y a du coup 2 régimes sous le LMNP. Il y a soit le micro, soit le régime réel simplifié. Et le régime réel simplifié est une option.
non irrévocable, il me semble. Une fois que tu as opté, tu peux pas revenir sur le micro. Tout à fait. Et sachant qu'en gros, c'est aussi important de le dire, le micro, c'est quand vous ne faites rien et en fait, c'est que vous avez tout simplement un abattement. De base, en fait. Exactement. C'est le même abattement que vous vous souvenez quand on avait fait l'épisode sur la SCI à l'IR vs à l'IS. En revenu foncier, quand vous étiez dans le régime micro, vous aviez droit à un abattement de 30% sur vos loyers. Et en location meublée, cet abattement est de 50%. C'est ça. Et du coup, nous, on va parler du loueur meublé non professionnel au réel simplifié parce que c'est celui-là qui nous intéresse en particulier parce que c'est une niche fiscale. C'est effectivement une niche fiscale. On vous explique, vous comprendrez à la fin pourquoi c'est une niche fiscale. Enfin, c'est un régime qui est intéressant et on peut mettre un petit peu ce titre qu'on voit accrocheur, qu'on peut voir à la télé, dans les magazines, sur Internet, de niche fiscale. Vous comprendrez à la fin. Est-ce que tu veux dire pourquoi est-ce qu'on ranquille direct? On peut dire pourquoi est-ce que c'est intéressant d'opter sur le réel? Alors, c'est super important d'opter pour le réel. Mettez-le bien dans le POI. Automatiquement. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans 95% des cas, vous payerez moins d'impôts en étant réel sur votre location meublée qu'en étant au régime micro avec votre abattement des 50%. Pourquoi du coup ça serait plus intéressant fiscalement? C'est qu'en fait vous allez être en déficit permanent comptable. Donc pas permanent, mais en tout cas vous allez pendant très longtemps. En tout cas au moins pendant les 3 à 5 prochaines années, et en plus après très probablement que vous aurez plus de charges. En tout cas vous aurez des charges qui seront supérieures à l'abattement de 50% que vous auriez si vous ne l'aviez pas opté au réel. C'est ça la nuance qui est un peu des fois dure à comprendre pour les gens. On parle pas d'un point de vue trésorerie, on parle juste d'un point de vue comptable. Quand on calcule votre résultat fiscal du loueur meublé non professionnel, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait on va amortir le coût de votre bien. Donc au lieu de déduire d'un coup le prix du bien, on va étaler la dépense. Et du coup ça nous fait un résultat comptable qui va être négatif en permanence. Mais factuellement sur votre trésorerie, si votre cash flow est de 500, vous avez toujours gagné, vous avez perçu 500 sur votre compte bancaire. C'est la nuance qui est un peu compliquée. C'est que comme toujours en fiscalité, il faut toujours distinguer la trésorerie que vous avez sur le compte, donc c'est-à-dire ce que vous rentrez moins ce que vous sortez, de votre résultat comptable qui sont différents. Parce qu'en fait, il y a des charges qui vont être déduites de votre résultat comptable qui n'apparaissent pas sur votre compte bancaire, typiquement les amortissements du bien. Tout à l'heure, on définira ce qu'est un amortissement, même si on avait un peu parlé dans l'épisode sur les SCI. Et il y a des sorties que vous allez avoir de votre compte bancaire qui ne seront pas déduites de votre résultat. Typiquement, quand vous payez votre échéance de prêt, les intérêts sont déductibles, mais le capital qui vient amortir votre prêt, lui ne l'est pas. Donc lui, il sort de votre compte, mais par contre, il n'apparaît pas sur votre liasse comptable. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de toujours distinguer les deux. Et je pense que du coup, ça parle un peu à ceux qui ont déjà une entreprise et qui nous écoutent, toutes ces notions-là. Mais effectivement, il faut raisonner en bilan. Vous amortissez votre prêt. Donc comme tu dis, seuls les intérêts sont déduits de votre résultat. Et voilà. Donc c'est quand même intéressant. Et en soi, vous fonctionnez quasiment comme une société. Hormis le fait que d'un point de vue, pas juridique j'entends, mais fiscalement, vous fonctionnez quasiment comme une société. C'est ça, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'on vous disait que vous deviez vous immatriculer un peu comme une entreprise, c'est que vous allez avoir un fonctionnement d'entreprise, c'est-à-dire que toutes les dépenses qui sont faites dans l'intérêt de votre entreprise, donc dans l'intérêt de votre location meublée, sont déductibles. Et ça va vous permettre d'avoir énormément de charges à déduire, que ce soit vos frais de déplacement, les travaux, les meubles, par exemple un truc tout bête, mais si vous achetez une imprimante qui vous sert à imprimer les documents qui vous servent à faire les états des lieux ou les baux, ou de signer les baux avec vos locataires, une partie est déductible. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses qui vont l'être. Par exemple, vous déplacez à votre location meublée parce que à 1 heure de chez vous, vous déduisez forcément vos frais en termes d'essence, en termes de péage. Vous pouvez peut-être même déduire un resto sur place si vous avez mangé là-bas. Vous allez vraiment fonctionner comme si en fait vous aviez fait un déplacement dans le cadre de votre entreprise. Exactement. Et que forcément celui-ci était déductible. Exactement. Alors par contre, on peut pas par exemple mettre dans le LMNP la voiture, ça rentre pas. Oui. En fait, il y a que le bien qui rentre. Voilà, c'est ça. Vous êtes quand même après actif. Limité au bout d'un moment, à moins par exemple que c'est toujours la nuance que vous deveniez loueur meublé
professionnel, où là il y a une différence qui vient de se faire et peut-être qu'un véhicule est envisageable. Quand vous restez loueur meublé non professionnel, là évidemment par rapport à une entreprise vous pourrez pas non plus déduire l'ensemble de votre voiture, enfin il y a quand même une certaine limite. En fait c'est pour ça qu'on dit non professionnel, vous fonctionnez dans la même logique qu'une entreprise, mais le fait que vous soyez non professionnel fait que vous avez quand même certaines limites en termes de ce que vous pouvez déduire, mais c'est quand même pas mal. Répète quand même peut-être la différence entre les charges et les amortissements pour qu'ils comprennent bien. Alors, les charges, du coup, c'est, je dirais, les petites dépenses. Oui, ou même les travaux. Les travaux sont toutes charges. En fait plus ou moins, les charges, c'est tout ce qui va sortir de votre compte, grosso modo, donc tout ce que vous allez payer. Et l'amortissement, c'est plutôt ce que vous avez immobilisé, donc ça va être le bien principalement et des gros travaux. Voilà, les très gros travaux, même si moi, je vous recommande du coup de les passer en charge plutôt une fois que le bien est déjà loué, que par exemple, nous, la cage d'escalier, honnêtement... une chance sur deux, on va en rediscuter l'année prochaine, vu qu'on est en 2024, ça sera l'année prochaine, mais je pense qu'il y a une chance pour qu'on les passe quand même en charge directement. Pourquoi ? Parce que ça crée du déficit. Et l'immobilisation, du coup, donc votre bien, votre actif, un amortissement, c'est-à-dire qu'on décide de prendre le coût de cet immeuble et de le répartir sur plusieurs années. Donc chaque année, vous allez passer une dotation d'amortissement en charge. Au lieu de payer par exemple 100 000 d'un coup, chaque année, vous allez payer 10 000. C'est ça la différence avec... C'est ça, tout à fait. C'est-à-dire que l'amortissement, en fait, c'est la constatation... Mais ce n'est que comptable. D'un point de vue comptable, on vient constater qu'en fait, votre outil de travail, donc qui est en l'occurrence en location meublée, votre appartement, perd un petit peu de sa valeur. Donc chaque année, vous prenez un bout de cet appartement que vous venez de déduire de votre résultat. Donc... grosso modo, même si aujourd'hui, d'un point de vue comptable, strictement comptable, ça s'amortit par composant, retenez que grosso modo, chaque année, vous allez déduire à peu près 2% de la valeur de votre bien, de votre résultat. Et c'est bête, mais ça vient faire une différence à la fin. C'est ça. Et du coup, le but, c'est de maintenir un déficit permanent. Mais encore une fois, d'un point de vue trésor, vous gagnez de l'argent. C'est ça qui est fou. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. De l'argent sur lequel vous ne paierez aucun impôt. C'est que si vous faites un bon investissement avec un rendement supérieur à 10%, vous allez vous retrouver avec un cash flow et au moins pendant les 5 premières années, vous n'allez pas payer d'impôts. Et quand vous allez dépasser ces 5 premières années, sauf si vous refaites un deuxième investissement qui vient rajouter des nouveaux déficits, vous payerez quand même très peu d'imposition sur votre investissement parce que vous aurez quand même toutes les charges classiques qui sont toujours à déduire, et notamment les amortissements. D'un point de vue comptabilité, vous n'avez pas besoin d'un expert comptable. Nous, je sais que... Alors, on le déclare on peut le dire avec le site. Ça s'appelle Je déclare mon meublé sur Internet. C'est très simple. Il suffit de comprendre rapidement les grandes notions de comptabilité. Il vous sort l'alias à chaque fois avec exactement, tous les amortissements. Ça coûte 250 € par an, donc c'est vraiment pas cher. Sachant qu'un comptable, ça vous coûter... Nous, on facture, je dirais 1 000 €. Ah oui, quand même. Ouais, c'est cher. Ouais, c'est cher, mais pour nous, c'est pas des dossiers rentables. Bah oui, j'imagine. Donc voilà, soit vous payez 1 000 € chez un comptable, soit vous allez sur Internet, je déclare mon meublé, c'est 250 € par an. Moi, c'est ce que je fais. En fait, ce logiciel-là, il vous permet de faire en autonomie votre déclaration, mais quand même d'avoir une vraie télétransmission de l'IAS, parce que par contre, c'est que comme vous êtes sur une fiscalité d'entreprise, vous pouvez pas non plus faire, on va dire, une comptabilité comme vous feriez par exemple sur du revenu foncier, où c'est uniquement sur la déclaration d'impôt. Là, vous pouvez pas, vous êtes obligé de la télédéclarer. Pour la télédéclarer, il faut un logiciel comptable. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de passer par une solution comptable. Et la moins chère qu'on avait trouvée, c'était sur Internet, je déclare mon meublé, qui est très pratique. Vraiment parce que la fiscalité du loueur en meublé professionnel, peut-être que quand vous connaissez pas, ça vous paraît un peu compliqué, mais dès que vous avez mis les mains dedans une fois, vous verrez que c'est plutôt très simple. C'est ça. Donc voilà, franchement, la location meublée non pro, c'est une fiscalité très avantageuse, une des plus avantageuses, je pense, en France. C'est toujours incroyable qu'ils nous l'aient laissé, même si chaque année, il y a toujours des suspicions. À chaque fois que la loi de finances se doit pareil, tout le monde serre les fesses. Ce qu'ils avaient énormément modifié, c'était au 1er janvier 2018 qu'ils avaient modifié cette condition-là. C'est-à-dire qu'avant cette date, il faut savoir que la règle, il y avait une troisième condition qui était nécessaire pour passer de loueur meublé non professionnel à professionnel, c'est qu'il fallait
il fallait s'immatriculer auprès de l'URSSAF en fait en tant que professionnel. C'est-à-dire que c'était vous qui faisiez le choix de passer de non professionnel à professionnel. Et en fait, quasiment personne le faisait parce que forcément, quand vous êtes professionnel, la vraie différence c'est que vous allez payer des cotisations URSSAF comme un vrai entrepreneur à son compte. Donc personne ne veut payer des cotisations URSSAF parce que bon. Encore moins quand on a un job à côté ou qu'on paye. C'est ça, oui, que c'est sur un parc immobilier quoi surtout. Donc en fait, personne ne voulait payer les cotisations URSSAF, donc tout le monde restait en non professionnel. Et parfois, vous aviez des gens qui avaient 100, 200, voire parfois qui avaient 200 000 euros de revenus par an sur leur location meublée, qui étaient non professionnels. Et en fait, ils ont supprimé cette condition de s'enregistrer au greffe en tant que professionnel et de devenir professionnel. Et ils ont mis cette règle-là que si ça dépassait 23 000 et que c'était supérieur à vos revenus salariés, vous passiez professionnel. Et ça déjà, ça a vachement restreint la niche parce que maintenant, c'est plus vous qui décidez directement de passer professionnel, c'est en fonction du résultat que vous faites, de l'ensemble des loyers que vous faites. Surtout que ça, c'est une grosse nuance et qui est quand même assez importante. C'est qu'en fait, quand vous regardez les règles, et ça c'est toujours des particularités fiscales françaises qui m'étonnent un petit peu, mais en fait vous allez comparer pour savoir si vous passez professionnel. La règle c'est vos revenus bruts, donc vos loyers bruts doivent être supérieurs à votre salaire. Ok, mais on compare un revenu brut avec un revenu net parce que le salaire c'est un revenu net, c'est-à-dire que c'est un revenu en soi. Vous recevez un salaire brut auquel vous retirez des cotisations, il vous reste un salaire net et vous comparez ce salaire net avec des loyers bruts auquel il faut retirer des charges, des frais, un remboursement d'un prêt. Donc en fait déjà on compare du brut et du net. C'est illogique déjà en fait ils auraient plutôt dû dire si votre résultat net de loueur en meublé non professionnel est supérieur à votre salaire net. Ça aurait été déjà plus logique. Mais bon, forcément, là, on aurait pu travailler, trouver des solutions. Ils ont fait cette règle de c'est vos loyers bruts. Mais c'est vrai que vos loyers bruts, c'est pas 100% dans votre poche. Ouais, déjà, il y en a une partie qui va partir dans le remboursement du prêt. Il y en a une autre partie qui va partir dans les frais courants. Donc, c'est quand même toujours un peu cette problématique de comparer des choses qui ne sont en soi pas comparables. Très français, tout ça. Tout à fait. J'aimerais faire juste une petite aparté sur la location courte durée et la location meublée, du coup, enfin le régime du loueur meublé non professionnel. Faites attention quand même parce que par exemple avec la location courte durée, il y a quand même moyen d'atteindre le plafond très très rapidement. Je sais même pas si je le recommanderais à moins d'avoir qu'un seul bien en Airbnb ou autre. Oui, et en plus faire attention parce qu'en fait il y a toujours cette règle-là, c'est que quand vous faites du Airbnb, il y a les règles de para-hôtelier et quand vous remplissez, ça c'est merdique, hein. Quand vous remplissez, je crois, plus de 3 des 4 prestations de para-hôtelier, donc je crois que c'est le linge, bon ça c'est logique quand vous faites un Airbnb, vous occupez du linge, après il y a le petit déjeuner et il y a l'accueil des voyageurs, je crois. Ce qui peut arriver dans un Airbnb, si vous mettez par exemple un supplément pour apporter le petit déj parce que ça vous permet d'améliorer votre renta, faites attention parce que là vous passez forcément professionnel parce que c'est considéré comme une prestation professionnelle et là vous êtes directement, même si vous faites pas 23 000 euros de revenus. Donc déjà c'est le premier warning. Le deuxième, effectivement, c'est que vous pouvez atteindre les 23 000 très rapidement et qu'en plus ça peut être un piège, c'est que il y avait des abattements qui étaient assez intéressants quand vous restiez en micro et notamment quand vous faisiez ce qu'on appelle le meublé de tourisme. Vous pouviez monter jusqu'à 71%, je crois, ou 74, j'ai un doute. Je sais que c'était plus de 70, mais j'ai un doute sur le chiffre. Je suis désolé, il est un peu tard. C'est vrai que ça, on l'avait pas pris dans les notes. Mais en gros, vous pouviez avoir un abattement qui était supérieur à 70%, qui, pour le coup, pouvait, dans certains cas, être plus intéressant que le réel. Et, ils savent que ça va être raboté. Mais d'ailleurs, là, ça a été raboté, dans la dernière loi de finances, hein. Ça a fait du bruit parce que ils se sont trompés. Ils ont voté un amendement qui était pas prévu dans la loi. C'est pas encore rentrer en application parce que ça doit être mis par décret, mais en tout cas dans ce qu'ils ont voté, plus ou moins cet abattement spécial pour les meublés de tourisme repassera à 50%, qui est l'abattement, on va dire, de droit, de principe sur la location meublée non professionnelle. Donc bon, c'est un peu compliqué ce que j'ai expliqué, je viens de dire, oui. Mais pour ceux qui s'interrogent de l'occasion de faire du meublé non professionnel en courte durée, ils comprendront ce que j'ai dit et ils feront attention. Surtout que je trouve que sur Instagram... Il y a beaucoup de conneries. Oui. Vraiment... Ça, faut le dire. Honnêtement, faites attention à ce que vous mettez sur Instagram. Je sais que ça arrive souvent. Les mecs, ils ont 3 Airbnb, ils sont là, faites de la location courte durée, n'achetez pas, louez pas en habitation, faites ça, vous serez rentier plus rapidement. La vérité, c'est que
c'est des ultra mauvais conseils parce qu'une fois que vous passez en LMP, oui. Ou pire, là en ce moment sur internet, parce que forcément on arrive dans un marché immobilier qui se tend, qu'il y a parfois des gens qui ne sont pas finançables, qui veulent se lancer dans l'immobilier, c'est la mode des sous-locations. Là je vois partout popper des formations pour faire de la sous-location. Ne faites pas de la sous-location, c'est pas intéressant. Vous allez prendre autant de risques quasiment qu'un vrai investissement immobilier, sauf que vous n'avez pas ce qui est le plus important, l'amortissement du capital et être propriétaire du bien. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas compris, la sous-location c'est simple, c'est vous prenez, en gros vous trouvez un propriétaire, vous louez son appartement, donc vous payez un loyer et vous allez peut-être lui payer, je sais pas, disons que c'est un bel appartement T2 dans une grande ville, vous allez payer 600 €, vous payez 600 € de loyer à ce propriétaire et vous pendant ce temps vous faites du Airbnb, peut-être je sais pas, vous allez encaisser 1200 € si vous vous débrouillez bien en nuitée, et donc soi-disant qu'entre les charges de loyer que vous versez au propriétaire, dans les 600 € qui restent, vous allez tirer une marge qui vous permettra de vous créer un revenu alternatif. C'est comme ça qu'il le présente dans les formations. C'est de la connerie, ça faut le dire. À un moment donné, il faut arrêter de mentir aux gens là-dessus. C'est pas intéressant de faire de la sous-location, ne le faites pas. Dans l'immobilier, le plus important, c'est l'amortissement du capital. Donc ça déjà, c'est le premier coup de gueule, parce que c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé de la sous-location et vraiment, j'en vois de plus en plus. Bon, faut dire que nos Instagram sont un peu orientés investissement, donc forcément, on en reçoit beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de conneries là-dessus. Sachez aussi que la sous-location est interdite si vous n'avez pas l'accord déjà de votre du propriétaire, donc de la copropriété. Copropriété. Enfin, je veux dire, c'est ultra compliqué à mettre en place déjà de base. Donc pour rien gagner. Le 3/4 de ces gens, si ça se trouve, ils ne même pas la règle de base. C'est ça. Parce que si demain, pour X ou Y raison, ils durcissent, ça aussi c'est un problème de la courte. Bon, faut savoir que nous, forcément, on n'aime pas la courte durée. Ça, faut le dire, on n'en fait pas. Il y a plein de raisons qu'il faut qu'on n'en fait pas. D'ailleurs, il faut qu'on fasse un épisode spécial courte durée où on reparlera un petit peu de tout ça et qu'on dira pourquoi on n'en fait pas, pourquoi on trouve que c'est un mauvais choix en termes d'investissement immobilier. Surtout à moyen long terme, à court terme, on peut encore l'étudier, mais à moyen long terme, c'est vraiment une mauvaise idée. Et j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. On parlait de la sous-location, comme quoi c'est de la merde et que... Oui, voilà, mais en fait, il y a déjà énormément de contraintes. Si du jour au lendemain, on interdit les locations meublées et les locations de courte durée dans des grandes villes, et ça arrive de plus en plus, ou qu'on les durcit, ou qu'on met plus de règles, ou qu'on augmente la fiscalité, on le voit avec une diminution des abattements. En fait, il y a beaucoup de risques déjà sur l'immobilier, il y a des risques, mais il y a encore beaucoup plus de risques sur la location courte durée, parce que l'État n'aime pas ça, parce que ça retire des logements du parc et qu'il en manque en France, donc l'État va lutter le plus possible contre en fait les Airbnb tout simplement. Donc déjà, vous allez dans une activité où vous savez que ça va se tendre dans les années qui viennent. Donc déjà, vous prenez beaucoup de risques. Il faut au moins que vous ayez amortissement du capital, sinon ça vaut pas le coup. Et on a fait la petite aparté là-dessus. Oui, c'était pour tous les coachs sur Instagram qui, pareil, vous racontent des conneries en termes de fiscalité. En fait, oui, mais il y a vraiment des erreurs. Hein. C'est-à-dire que bon, forcément, vous le savez, nous sur le podcast avec Marie, elle est expert comptable mémorialiste, comme ça qu'on l'appelle. C'est comme ça. Je te jette des fleurs comme ça. Je pense que je suis en dernière année, c'est pour ça, oui. Donc moi, je suis banquier privé, je suis un fiscaliste de formation, on a fait beaucoup d'investissements immobiliers quand même, la fiscalité, on en mange tous les jours dans notre boulot, on se tient informé des évolutions, et vous pouvez pas savoir des vraies erreurs que vous pouvez trouver, ou des raccourcis sur les fameux carousels Instagram, plein de nuances qui sont omises. C'est ça. Ou par exemple, vous avez parfois moi le pire c'est les versus, quand en fait effectivement en France, quand vous créez une société, il y a de grands choix. Alors bon, des types de sociétés, vous en avez des dizaines, mais grosso modo 95% des sociétés matriculées aujourd'hui c'est des SARL ou des SAS, et quand vous avez des carousels sur SARL vs SAS, en fait il y a plein de bêtises. Il y a plein de bêtises parce que tu as plein de choses déjà qui sont parfois fausses, ou alors ils vont vous mettre des nuances qui sont pas vraies en fait. Et combien d'heures de cours on a fait sur la SAS ou la SARL? Vous pensez réellement que ça peut se résumer en 3 carousels? Sinon, oui, en fait, il n'y aurait pas de diplôme de fiscalité ou de droit des sociétés en France. Vous n'auriez pas d'avocat en corporate si c'était aussi simple. Et notamment sur les sujets de fiscalité, il y a des vraies erreurs où parfois on va vous dire qu'on peut sur les déductions, enfin quand même. Soit c'est très simple pour vous et vous pouvez l'assumer et vous faites vos propres choix en termes de fiscalité parce que vous avez pris les connaissances qui sont nécessaires là-dessus, soit faites-vous accompagner parce que c'est quand même pas n'importe quoi et qu'il faut bien réfléchir à comment vous faites les choses là-dessus.
Bon voilà, c'était notre... C'est la fin de la parenthèse. Donc, qui était ultra long. J'espère pour vous que vous n'êtes pas un fiscaliste en herbe d'Instagram qui vend des formations surtout en fait. Non mais encore une fois, c'est pas le problème de vendre des formations non mais on avait fait un épisode. Non mais le problème en soi, c'est pas qu'ils vendent des formations, c'est qu'ils vendent des formations ou donnent des conseils qui sont pas bons. C'est ça le problème. En soi, s'ils vendaient des bonnes formations, bah très bien. Le problème, c'est de vendre des mauvaises formations ou de vendre des mauvais conseils. Et c'est vrai qu'un des cas qu'on voit le plus, c'est souvent qu'en fait, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience, c'est-à-dire qu'ils vont se lancer là-dedans en ayant acheté 3 appartements. Je suis désolé, mais on n'est pas un professionnel de l'immobilier, de l'investissement, on en fait 3 opérations. Parce que 3 opérations, si on a un peu d'éther, ça se fait en 6 mois, quoi. Ou en 1 an. Non, t'exagères. 1 an, allez, 1 an. Ouais, allez, 1 an. Mais je veux dire, c'est pas en 1 an qu'on devient professionnel d'un domaine. Il faut des années, il faut... surtout sur ce qui est fiscalité, quoi. Je veux dire, il faut à minima 5, 10 ans à peu près pour s'estimer professionnel, ou en tout cas, ou avoir des vrais diplômes là-dedans, ou que que son métier à côté de son investissement soit en lien direct avec ça. Vous pouvez pas juste vous dire, bon, mais voilà, j'ai lu 2-3 bouquins, j'ai regardé des vidéos, et du coup, je vais créer mon propre truc et être un expert. Non, c'est pas aussi simple, mais c'est un peu les réseaux sociaux qui le veulent aussi, quoi. Parlons rapidement de la revente du bien qui était en LMNP et l'imposition de la plus-value, qui est aussi un sacré avantage, je trouve, sur la location. C'était là où en début de partie sur j'allais dire en début d'épisode, mais on a fait une longue intro, donc en début de partie sur le LMNP, on vous avait dit que c'était une vraie niche fiscale, et en fait la vraie niche fiscale se voit à la revente. Pourquoi ? Parce que quand vous revendez un bien immobilier en LMNP, vous êtes en fiscalité immobilière des particuliers. Donc en incroyable. Fait, que vous revendiez une résidence secondaire, une résidence locative louée nue, une résidence locative louée meublée, vous êtes dans le même régime fiscal. Et ce régime fiscal, il est simple. Vous payez 19% d'impôt sur le revenu, 17,2% de prélèvements sociaux, et vous avez des abattements pour durée de détention au-delà d'une détention de 5 ans. C'est ça. Plus, quand vous détenez depuis au moins 5 ans, vous pouvez déduire, vous savez, le forfait travaux, plus le forfait frais de notaire, enfin bon, bref. C'est un régime, honnêtement, si vous vendez avant 5 ans, en général, vous payez beaucoup d'impôts sur votre plus-value. Dès que vous attendez plus de 5 ans, et encore plus si vous attendez quelques années encore, vous payez de moins en moins d'impôts. Et quand vous détenez un bien depuis plus de 30 ans, vous ne payez plus du tout d'impôts. Ça fait concurrence un peu toujours aux revenus fonciers, qui était un avantage avant, mais qui le sont de moins en moins, parce qu'au final, on se retrouve avec... dans le revenu foncier, moi, il y a seulement la plus-value, enfin la position de la plus-value que je trouve intéressante. Et là, avec la location meublée non pro, vous l'avez. Donc, c'est ça, mais c'est surtout, il faut savoir pourquoi cette fiscalité est intéressante, c'est que en France, on adore les taux progressifs. Et les taux progressifs, ça fait mal. C'est ce qui fait que le revenu foncier est pas intéressant. Si demain, le revenu foncier, on vous met la flat tax, on s'embête plus à faire du meublé, on fait du revenu foncier. Si on a un taux forfaitaire, peu importe le revenu qu'on a, c'est génial. Comme les dividendes, tout le monde fait du revenu. À mon avis, du jour au lendemain, il y a beaucoup moins de meublé en France. Même si ça peut avoir des avantages en termes de loyer, mais on va pas se mentir, ça serait génial. Là, l'avantage que vous avez sur la revente et sur la plus-value immobilière des particuliers, c'est que vous êtes sur un taux forfaitaire. Alors vous n'êtes pas sur une flat tax à 30, vous êtes sur une flat tax, je suis fatigué, à 36,2 plus abattement pour durée de détention. C'est ça. Sachant que je vous avais dit au-delà de 30 ans, l'impôt sur le revenu, la partie impôt sur le revenu, donc les 19, ils sont totalement exonérés après 22 ans, et c'est la partie prélèvements sociaux à 17,2 qui le sont au bout de 30. Bon voilà, comme ça vous avez l'intégralité du régime là-dessus, sachant qu'il y a aussi une surtaxe quand vous faites plus de 50 000 euros de plus-value. Bon voilà, je vais pas non plus vous faire un cours entier sur la fiscalité immobilière à la revente, mais effectivement l'avantage c'est que vous avez cette fiscalité que vous soyez en nu ou en meublé. On revient à notre meublé, vous vous souvenez qu'on vous a parlé des amortissements. Donc en gros, vous constatiez que vous aviez une dépréciation de la valeur de votre bien du fait de son utilisation. Donc votre valeur comptable de votre bien, disons qu'au début quand vous l'aviez acheté, elle était à 100 000. Au bout de quelques années, elle va être à 80 000 parce que vous avez constaté des amortissements que vous avez déduits de vos revenus. Au moment où vous revendez ce bien avec plus-value, vous ne réintégrez pas les 20 000. C'est-à-dire que votre plus-value ne va pas se calculer sur 80 000 et votre prix de revente. Par exemple, si votre prix c'est 120, vous n'allez pas avoir 40 de plus-value, c'est-à-dire de 80 à 120, vous allez avoir uniquement 20, de 100 à 120. Et ça fait une différence énorme parce que dans tous les régimes fiscaux français des entreprises,
justement, quand vous constatez un amortissement et que vous faites une plus-value, vous réintégrez cet amortissement. C'est un peu logique parce que la fiscalité vous permet de déduire un amortissement qui vient constater la perte de valeur du bien. Donc ce bien, dans votre bilan, il baisse en valeur. Si du jour au lendemain, vous le revendez plus cher, c'est logique qu'on vous demande de rembourser ce que vous avez déduit de vos amortissements parce que finalement, ça veut dire que vos amortissements, ils n'étaient pas vrais. Le bien, c'est pas déprécié. La preuve, vous avez fait une plus-value. Et dans le régime du LMNP, on n'a pas cette nuance. C'est-à-dire que vous avez pour vos revenus une logique de fiscalité des entreprises avec la constatation des amortissements. Et au moment où vous faites votre revente, vous avez une logique de fiscalité des particuliers avec votre prix brut d'acquisition par rapport à votre prix net de revente et vous êtes uniquement fiscalisé sur la différence entre les deux. Donc là, je suis d'accord avec vous, c'était compliqué, vous avez rien compris. Non, si quand même, j'étais un peu simple. Mais en fait, vraiment, le grand gain que vous avez là-dessus, c'est qu'en gros, vous allez vraiment déduire fictivement des amortissements que vous ne réintégrez pas au moment de votre vente. Et il faut savoir que si du jour au lendemain, si le régime de la location meublée non professionnelle, on supprime cette différence, c'est-à-dire que demain l'État vous dit bon, la fiscalité des particuliers sur la location meublée, sur la revente, c'est fini. Vous êtes fiscalité comme une entreprise, c'est-à-dire que les amortissements que vous avez faits, si vous faites une plus-value, vous les réintégrez. Je peux vous dire que plus personne ne fait de location meublée professionnelle et tout le monde va en SCI à l'IS. C'est simple. Et c'est pour ça que c'est une niche. C'est-à-dire que quand on parle un petit peu de niche fiscale en France, c'est-à-dire qu'on a un régime qui nous permet en général de déduire des impôts, enfin en tout cas réduire des impôts d'une manière ou d'une autre. Et là en fait vous réduisez vos impôts, c'est-à-dire que l'amortissement vient réduire vos impôts pendant la durée d'exploitation de votre bien et cette réduction d'impôts que vous avez eue via les amortissements, vous ne la reperdez pas au moment où vous revendez le bien avec plus-value. C'est ça qui est génial. Après maintenant, si vous avez fait une mauvaise opération et que vous n'avez pas de plus-value, ça change rien pour vous. Mais on va pas se mentir, dans l'immobilier, surtout en France, le marché il est haussier depuis des décennies. Tout le monde achète, en tout cas quand on est investisseur, dans l'optique de faire une bonne affaire à une revente et d'avoir une plus-value. Donc en fait, c'est là où vous serez gagnant. Et c'est vraiment là où on parle de niche, c'est cette histoire de double fiscalité. D'un côté, vous retirez vos amortissements sur votre flux des revenus que vous allez tirer de l'exploitation. Et de l'autre côté, vous n'avez pas à réintégrer ces amortissements. Au moment où vous revendez votre bien, vous êtes uniquement fiscalisé sur votre plus-value nette entre votre prix d'acquisition et votre prix de revente. Encore une fois, tout ça, c'est des éléments qui sont comptables et fiscaux d'un point de vue de votre trésor. Vous avez juste vos loyers, moins votre prêt, moins vos quelques charges. Enfin, c'est ça qui est fou. C'est ça. Mais du coup, c'est un petit micmac derrière pour obtenir son déficit. Mais ça en vaut vraiment le coup. Et peut-être, j'ajouterais une dernière chose parce que pareil, là, on vous a parlé qu'on vous ferait un épisode entier sur la location meublée professionnelle, mais c'est là où la nuance hyper importante vient se faire. C'est que en location meublée professionnelle, vous êtes dans une vraie logique de fiscalité des entreprises, c'est-à-dire que les amortissements, vous les réintégrez au moment de la revente. Alors, vous avez d'autres avantages fiscaux des entreprises sur l'immobilier. Non, mais c'est important, on en reparlera. Non, on va pas le mélanger ici, sinon on va complexifier énormément notre propos. Mais il faut bien retenir que quand vous passez en location meublée professionnelle, vous n'avez pas en fait cet avantage d'avoir vos revenus qui sont sous un régime d'entreprise et votre plus-value qui est sur un régime non professionnel. Vous êtes professionnel sur les deux aspects de la chose et vous n'avez pas. C'est pour ça que la location meublée professionnelle n'est pas une niche, c'est juste un régime fiscal des entreprises particulières. Et c'est aussi pour ça qu'on vous disait en introduction que la location meublée non professionnelle, on est sur un régime fiscal qui est entre l'entreprise et le particulier parce que justement il y a un peu cette logique où vous êtes un peu limité. Par le revenu déjà. Non, mais je veux dire, d'un côté, effectivement, vous avez une logique de flux qui ressemble à une entreprise, même si vous avez certaines limites. Par exemple, vous pouvez pas mettre vous pouvez pas immobiliser une voiture dans votre entreprise. Ça fonctionne un peu comme une entreprise d'un point de vue fiscal, mais ça n'est pas vraiment considéré comme une vraie entreprise d'un point de vue des règles que vous pouvez faire en matière comptable. Et surtout qu'au moment de la revente, vous avez une logique de fiscalité des particuliers qui n'a rien à voir avec celle des entreprises et qui est plus avantageuse dans le cas présent. Du coup, on est très content d'avoir fait les travaux sur notre immeuble en LMNP. On espère avoir une grosse plus-value. On va les déduire. Ouais. Et bien évidemment, au moment où on fera... Et en plus, ces travaux-là, on pourra les déduire deux fois. C'est-à-dire qu'on pourra les déduire dans le revenu de l'MNP. Et au moment où on fera la plus-value, ils viendront également en déduction comme travaux qui ont été faits sur l'immeuble. Donc en plus,
les travaux, typiquement, vous les déduisez 2 fois en location meublée non professionnelle. Et ça, c'est aussi une autre clé qui peut être assez intéressante. On se gave. Juste petit point juridique, le bail meublé. C'est important quand même. Ça peut présenter des avantages. Tout à fait. Pourquoi ? Il est plus court. Mais il est plus court, de 1 an. Et vous pouvez facilement... Enfin, il dure 1 an. Il dure 1 an. Sachant que pour un bail étudiant, vous pouvez faire 9 mois. C'est vrai. C'est des trucs mobilité, je sais pas. Non, ça c'est autre chose. En gros, le bail étudiant de 9 mois, il existait déjà depuis longtemps. Et il y a, je crois, 3 ans, ils ont créé le bail mobilité. Alors en vrai, des beaux mobilités, on n'en a jamais fait pour l'instant. Peut-être qu'on en fera. L'avantage du bail mobilité, c'est que vous pouvez faire un bail de 2 à 6 mois non renouvelable. Ça peut avoir un certain avantage. En théorie, vous pourriez peut-être louer plus cher parce que vous louez sur une durée plus courte. Et c'est surtout que vous savez que quoi qu'il arrive, votre locataire doit partir, il ne peut pas rester. Donc c'est assez avantageux parce que on peut mettre fin au bail plus facilement et que, entre guillemets, quand vous avez un locataire qui est mauvais payeur ou avec qui le courant passe pas, en fait c'est plus facile de le mettre dehors parce que justement le bail est plus court. S'il va chercher son recommandé. Je dis ça parce qu'on avait eu le cas sur l'immeuble en galère. On avait envoyé un recommandé. Elle n'est pas allée le chercher, cette La locataire n'est pas allée chercher le recommandé. En fait, les huissiers m'ont dit qu'on ne pouvait rien faire, il fallait faire par commandement d'huissier. Et que du coup, il fallait attendre l'année d'après. Heureusement, elle est partie 3 semaines après. Donc, Elle est un peu tenace, mais celle du premier, pas tant que ça, et je suis du deuxième non plus. Donc, ça arrive. Je pense qu'on arrive sur la fin. Est-ce qu'on parlerait pas un peu de nos expériences avec le meublé ? Parce qu'on a fait quelques-uns avec ta mère qui en avait déjà. Oui, ma mère qui avait son propre appartement location meublé. On vous en a parlé dans le dernier épisode sur notre parcours. On a raconté quelques trucs quand même sur celui-là. Et nous, en fait, on a que cet immeuble-là qui nous prend un peu notre temps en ce moment, qui est en meublé. Oui, moi je vais vous donner quelques règles, en tout cas, qui est retour d'expérience, en tout cas sur le meublé, de comment moi je le pratique avec les locataires. Déjà, l'avantage du bail meublé, c'est que vous pouvez prendre 2 mois de caution charge comprise, alors que sur le nu, c'est 1 mois hors charge. Et c'est con, mais par exemple, un appartement, vous louez 420 hors charge, 450 charge comprise, s'il est nu, vous pouvez que prendre 420 € de dépôt de garantie, donc un peu moins d'1 mois de loyer, enfin 1 mois de loyer sans les charges. Quand vous faites du meublé, vous pouvez prendre 900 €, soit 2 mois de loyer, charge comprise. Prenez toujours 2 mois de loyer, quoi qu'il arrive, où que vous louiez. Peut-être que le locataire va vous demander une solution pour payer le dépôt de garantie en plusieurs fois, ça à la limite vous pouvez lui accorder, mais prenez toujours 2 mois de loyer. Par expérience. Ensuite, prenez toujours un garant. Donc soit si c'est un travailleur, vous lui demandez forcément qu'il ait un garant. Soit vous prenez une garantie des parents si c'est un étudiant, soit vous faites une garantie visale. En vrai, la garantie visale, il y a beaucoup de gens qui sont éligibles, même qui ne le savent pas. Donc vraiment, prenez des garanties parce que si un jour il y a un problème, au moins vous avez une garantie. Et on a eu des problèmes sur cet immeuble parce qu'en fait on avait 3 locataires qui n'avaient aucun garant. Et en vrai ça a été un problème parce que quand les relations ont commencé à se tendre, qu'ils ont commencé à menacer de pas payer le loyer ou commencer à payer en retard, etc., en fait on n'avait pas vraiment de moyen d'action, en tout cas on n'avait pas de garantie. Ils nous ont tous les 3 dégradé chacun leur appartement. C'est un truc on dit tous les 3 parce qu'il y avait un locataire qui était parti il y a 1 an et demi, qu'on avait remplacé justement par une étudiante qui avait une garantie visale, avec elle on n'avait aucun problème, parce qu'en fait elle savait qu'elle avait la visale et que si à un moment donné elle faisait pression sur le loyer ou quoi, on allait se retourner contre visale et c'était visale qui allait nous indemniser. D'ailleurs l'appartement elle nous l'a rendu dans un état très très sale et c'est la visale qui va nous indemniser là-dessus quoi. Donc typiquement prenez toujours des garants ou des garanties. Juste du coup on n'a pas précisé, mais pour nous un bien qui est meublé, c'est plutôt un bien qui est d'une petite surface, je dirais un studio ou un T2. Oui, parce que les gens ne recherchent pas des grands appartements meublés. Quand vous avez un grand appartement, c'est que vous avez vos meubles en fait. Voilà, donc avant ça se fait beaucoup aux États-Unis. Par exemple, aux États-Unis, les gens souvent vendent avec les meubles. C'est rare de déménager ses meubles aux États-Unis. Mais par exemple, en France, c'est vrai que les gens ont leurs meubles et déménagent avec leurs meubles. Donc typiquement, ça se fait des T3 en location meublée. Je sais que ça existe, mais le problème, c'est pas... Alors nous, on a peut-être un petit peu un mauvais goût, un petit goût un peu amer. Non, c'est qu'il y aura moins de demandes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'on a un goût un petit peu amer aussi avec la location meublée, vu que les 3 nous ont tout dégradé. À chaque fois, on a dû racheter à chaque fois. Ouais, donc déjà, avec les meubles, ça fait un coup. Alors même si vous louez un petit peu plus cher, vous allez me dire, on récupère le prix des meubles dans le fait qu'on loue un peu plus cher un bien meublé qu'un bien non meublé. On va dire il y a 10% de loyer d'écart, c'est-à-dire que si en nu vous louez
400, vous allez louer 450 en meublé, grosso modo. Donc voilà, il y a à peu près 10 à 15% de loyer en plus qui peuvent venir vous couvrir justement ce coût des meubles. Mais c'est vrai que c'est surtout chiant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les entreprises qui s'occupent des meubles, c'est très cher. Donc ça veut dire que c'est vous qui allez vous faire chier avec les meubles, à les monter, les transporter, les remplacer. S'il y a un frigo qui marche plus, une cuisinière qui marche plus, le locataire va vous demander, alors que si c'était loué nu, il se débrouillerait et vous n'en entendriez pas parler. Donc ça peut créer un petit peu plus de problèmes de gestion. Et surtout que les meubles, comme c'est pas les siens, le locataire il en prend toujours un peu moins soin et ça se dégrade assez vite. Après, ça dépend parce que par exemple, on en a un toujours sur Montpellier, on a toujours récupéré l'appart nickel, les meubles nickel, c'est incroyable. Sauf une fois où il avait un chat, le chat avait massacré un canapé. Il avait défoncé, ouais. Et bon, ça forcément, on l'avait gardé sur le dépôt de garantie parce que bon. Il a pu repartir avec quand même, si vous voulez, je crois. Ouais, je lui avais juste dit que le canapé il était neuf et que là il était massacré. Si vous voulez, il pouvait le garder. Juste, on était obligé d'en laisser un neuf. On n'allait pas relouer à un autre étudiant après lui avec un canapé massacré par un chat, quoi. C'est sûr. À qui on recommande particulièrement le LMNP ? Parce que je trouve que c'est pas assez donné justement dans les conseils mainstream un peu de l'investissement. C'est pourtant par là pour moi qu'il faut commencer. Exactement, tu fais très bien de le dire. Pour moi, c'est le régime pour commencer l'investissement immobilier. On commence par le LMNP. La SCI à l'IS, ça vient après. C'est un peu plus complexe, c'est un peu plus loin à monter, ça implique quand même des coûts. Parce qu'on a oublié de le préciser, mais c'est gratuit d'immatriculer de s'immatriculer en location meublée, alors que créer une SCI, ça peut avoir des coûts. Rédaction des statuts, si vous passez par un conseil, vous ne faites pas vous-même. Il y a des frais d'immatriculation, des frais de publication au journal d'annonce légale. Voilà, il y a des frais qui viennent de créer une SCI, alors que quand vous faites un LMNP, c'est gratuit, c'est plus simple, c'est plus rapide. Donc vraiment, pour celui qui se lance dans l'investissement immobilier, c'est un excellent régime fiscal et également c'est facile d'accès, donc profitez-en. Puis réfléchissez-y, mais toute facture à votre nom peut être potentiellement déduite du LMNP. Alors là, les inspecteurs fiscaux, ils viennent d'éteindre le podcast, ils n'écoutent plus, mais bon, c'est vrai, effectivement, c'est que quand vous faites dans une société, les factures que vous avez déductibles, il faut qu'elles soient au nom de la société, alors qu'effectivement, quand c'est à votre location meublée, à partir du moment où ça a votre nom et que ça peut rentrer dans le cas de votre activité de location meublée, c'est déductible. On dit ça, on dit rien. Si vous avez un petit peu compris tout cet épisode en termes de fiscalité et comptabilité, vous avez compris également le conseil qu'on vient de donner. Voilà, et puis surtout, le LMNP, ça permet de toucher beaucoup d'argent de côté, enfin de mettre beaucoup d'argent de côté, parce que quand vous avez un bien rentable, vous avez bien compris que du coup vous ne payez pas d'impôts, mais que vous gardez quand même un cash flow net, net d'impôts du coup, et que du coup tous les mois, imaginons 500, 600, 700 balles qui rentrent. De suite, c'est pas sur votre salaire que vous avez à les économiser, et pour moi, pour ceux qui débutent et qui ont un peu d'argent à placer du coup en immobilier, vraiment je recommande. Tout à fait, c'est vrai que ça aussi on l'oublie un petit peu, mais quand vous investissez en SCI, à moins qu'on parle uniquement de ce que vous apportez dans la SCI en termes de compte courant d'associé que vous pourrez récupérer, forcément c'est entre guillemets bloqué dans la SCI, enfin vous pouvez pas le récupérer aussi simplement que ça, il y a des règles comptables et fiscales à respecter, alors qu'en location meublée, c'est vous, c'est à votre nom, c'est votre compte, vous faites ce que vous voulez. Si chaque mois l'argent qui rentre, vous voulez le mettre dans les cryptos ou le réinvestir dans autre chose, ou l'utiliser pour vivre, vous avez le droit, personne ne viendra vous dire quoi que ce soit, alors qu'une SCI, faudra quand même respecter quelques règles complémentaires. Donc pour ça aussi, en termes de simplicité, c'est très bien. Et puis quand vous faites un dossier bancaire, ça c'est peut-être un dernier point, on va en parler. J'avais oublié, oui. Quand on fait un dossier bancaire, en termes d'endettement, le banquier fait aucune différence que vous soyez en LMNP ou en revenu nu, ce sera les mêmes règles d'endettement. Il va grosso modo prendre 70% des loyers que vous allez encaisser. Donc forcément, ça va venir impacter votre taux d'endettement, et c'est parfois aujourd'hui ce qui est fait un petit peu limitant pour faire beaucoup d'opérations en LMNP, mais comme on vous l'a dit, si vous voulez pas dépasser le plafond des 23 000, de toute façon vous pourrez faire que une voire deux opérations maximum. Ça va très vite, 23 000 euros de revenus locatifs. Alors là, ça vous paraît, si vous n'avez pas commencé, ça vous paraît beaucoup, mais 23 000 euros de revenus locatifs, c'est 4 appartements à 500 euros par mois, quoi. Donc quand vous commencez à devenir vraiment investisseur, ça va très très vite. Donc il y a déjà ce point-là. Effectivement, pour la banque, c'est pas, en fait, c'est ni valorisé ni dévalorisé, c'est un régime fiscal, c'est votre choix, vous le dites à votre banquier, il vous dit ok, il le marque dans son dossier et basta. Par contre, l'avantage aussi, c'est que quand vous faites un prêt, c'est surtout si aujourd'hui vous n'êtes
pas endetté, ça sera un peu plus facile en termes de dossier bancaire de faire un prêt à votre nom à MNP que de faire un prêt dans une SCI, de l'immatriculer, d'ouvrir le compte, etc. Donc voilà, ça aussi c'est un argument complémentaire, c'est que vraiment quand vous commencez, c'est un investissement que vous faites en nom propre et vous choisissez le bon régime fiscal qui va avec, donc le régime de l'allocation meublée non professionnelle. Puis tu l'as dit tout à l'heure, voilà, ça permet de mettre un pied dedans et vous n'avez pas toutes les règles un peu chiantes de la société à respecter. Tout à fait. L'argent, vous en disposez comme vous voulez, alors que sur la société, non, en fait, on fait pas comme on veut. C'est ça. Donc je trouve que c'est un bon moyen de vraiment mettre le pied à l'étrier et de prendre de l'expérience. En tout cas, d'un point de vue fiscal, quand même. Déjà, rien de comprendre le système, et c'est bien. Et voilà, de comprendre un peu ce qu'on peut déduire ou pas. Voilà, très bien. Parfait. Bon, mais je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. On arrive au bout, ouais. Bon, mais on va pas durer plus longtemps. On va vous remercier de l'avoir écouté jusqu'ici. Vous souhaitez une excellente fin de journée ou de soirée. Julien, bon dodo ce soir. Ouais, bon dodo surtout. Donc, souhaitez-moi de bien dormir, de reposer et de récupérer un petit peu de mon temps libre pour pouvoir souffler un peu et d'être à l'heure sur la publication des podcasts. C'est vraiment, on n'a pas été bon. On a été en retard quasiment sur les 3 dernières semaines. Plus on a sauté une semaine. Bon, tant pis, ça arrive. N'hésitez pas à partager cet épisode à 2-3 personnes de votre entourage. Si vous avez apprécié cet épisode, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à partager à ceux que ça peut intéresser. Bien leur dire que c'est un podcast. Vous avez forcément des gens autour de vous qui écoutent des podcasts et qui peut-être peuvent être intéressés par les sujets de l'investissement ou de l'argent ou de l'entrepreneuriat qu'on aborde dans ce podcast. À nous laisser 5 étoiles sur les différentes plateformes si c'est pas déjà fait. Vous abonner à notre compte Instagram. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.